Bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet dont on se dit tôt. Alors on se dit beaucoup de choses dans cette période de Covid justement. Et si la pandémie était sur le point de changer la manière de pratiquer la médecine, et si on devait plus aller vers une télémédecine, puisque finalement on est de plus en plus dans ce contexte de distanciation physique. Alors j'en parle avec deux spécialistes. L'un est plutôt pour, l'autre est plutôt contre. Je vous les présente tout de suite et on démarre notre débat. Bonsoir, professeur Amal Bourkia, vous allez bien? Merci beaucoup. Bonsoir Yasmine. Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci infiniment professeur. Alors vous êtes professeur de médecine bien sûr, actrice de la vie associative et experte en éthique. Et puis nous avons également avec nous le docteur Hakam Marouane. Bonsoir docteur. Bonsoir Léla. Ça va Sidi, vous allez bien, bien installé? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, docteur Hakam. Vous êtes médecin expert et enseignant en e-santé et en télémédecine. Alors d'abord, je vais vous demander de nous expliquer, docteur Hakam, ce qu'est la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale nouvelle, pas aussi nouvelle que ça. Elle date on va dire une bonne vingtaine d'années déjà que la pratique a commencé à s'installer un peu partout à travers le monde. Elle date quand même les premiers actes de télémédecine ont démarré au début du siècle dernier, donc vers 1920. Donc on a eu déjà des premiers actes qui ont été décrits. Mais on va dire que la vraie pratique n'a commencé que dans les années 80, 90 avec l'avènement d'Internet à l'échelle mondiale, ce qui a permis effectivement de pouvoir faire de la médecine à distance ou à travers des moyens de transmission de communication, de transmission de données. Alors la télémédecine, comme décrite au Maroc, est l'acte de faire un acte médical à distance avec un patient distant et un médecin qui est localisé ailleurs. Et la loi et la réglementation permet de différencier 5 champs d'application de la télémédecine, dont le premier est la téléconsultation. C'est la fameuse consultation à distance avec un patient qui est quelque part et le médecin qui est dans son cabinet ou dans son hôpital, dans sa clinique ou ainsi de suite. La deuxième étant la téléexpertise, elle va se faire entre deux médecins dans le cadre de la concertation autour d'un patient ou autour d'un cas patient. Il y a aussi ce qu'on appelle la télésurveillance qui consiste à récupérer des données biométriques à distance d'un patient, donc des données, par exemple ça peut être la tension artérielle, sa saturation d'oxygène, sa température, ainsi de suite, à distance pour pouvoir faire un suivi à distance sans déplacer le patient, notamment quand le patient ne peut pas se déplacer pour X ou Y raison. Vous avez aussi la téléassistance qui est le fait d'assister un médecin qui assiste un autre médecin, donc un médecin expert qui va assister un autre médecin à faire un acte médical. Et vous avez ce qu'on appelle la réponse médicale directe qui s'apparente à ce que font les services de régulation d'urgence, mais à travers des outils de communication à l'ère du temps. Voilà, globalement c'est ça. Alors justement, docteur Hakam, dans la perception générale, la télémédecine jusque-là, c'était plutôt cette assistance d'un confrère à un autre pour un acte chirurgical, notamment à distance. Or aujourd'hui, avec cette pandémie de Covid et ce qu'elle nous impose, est-ce que on est en train d'aller de plus en plus vers ces autres aspects de la télémédecine, à savoir la téléconsultation, la téléassistance, ce genre de définition aussi qui rejoint la télémédecine. Est-ce qu'on est en train d'assister à une refonte de la médecine de la même manière que l'on assiste peut-être à une nouvelle manière de faire les médias notamment? Non, pas du tout, pas du tout. Alors la disruption digitale au niveau de la santé ne sera pas aussi, on va dire, brutale, ne sera pas aussi générale que dans d'autres secteurs. Il faut savoir que la médecine est un acte d'humain à humain. Donc il y a une obligation de continuité de l'humanisation de l'acte de soin. Ce que la télémédecine peut apporter dans certains cas et peut ne pas apporter dans d'autres. La télémédecine n'est pas une substitution de la médecine actuelle. La télémédecine est une complémentaire à l'acte médical. Je m'explique. Je suis un médecin, j'ai vu mon patient qui est hypertendu ou ma patiente qui est hypertendue, qui vit dans une région éloignée, qui ne peut pas forcément se déplacer une fois par mois ou une fois tous les 3 mois parce que c'est un peu complexe pour elle de le faire, pour X ou Y raison, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc à partir de là, je peux faire son suivi à distance. Je n'ai pas forcément besoin de lui dire de revenir jusqu'à moi
pour que finalement, quand je mesure sa tension, je la trouve normale et que je lui dise, vous pouvez continuer le même traitement. C'est un peu une déperdition en termes de moyens économiques, de temps, d'argent, de beaucoup de choses. La télémédecine pourrait apporter des solutions dans ce sens. La télémédecine aussi pourrait apporter une solution dans le cadre de la disparité des spécialités. Je prends un exemple. Il n'y a pas des néphrologues partout. Ousseda Amal Borkia est néphrologue. Elle connaît la problématique de la néphrologie. Il n'y a pas de spécialistes néphrologues partout. On peut envisager que demain, des patients qui sont suivis pour des maladies rénales peuvent aller voir leur médecin généraliste de proximité qui, lui, va se connecter dans le cadre d'une téléexpertise avec un néphrologue qui va lui prêter écoute et qui va l'aider à prendre en charge le patient à distance quand cela est possible. Alors, bien entendu, si la téléexpertise aboutit à l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une consultation, il faut absolument que le patient se déplace pour faire une consultation. Alors, la consultation, la téléconsultation, n'importe quel acte télémédical ne remplace pas la visite en présentiel. Alors voilà, et même le faire une interview à distance ne remplace pas l'interview sur place, justement en matière de communication. Alors je pose la question également au professeur Amal Borkia. Vous en pensez quoi justement, professeur Borkia, de cette télémédecine? Est-ce que finalement, vu comment, parce qu'on en a discuté avant justement pour préparer l'émission, vous m'avez dit, moi je suis pour une médecine humaine, de contact, mais vu comment le docteur Marwan Hakam l'a présenté, non pas comme une substitution de la médecine classique, mais comme une complémentarité à la pratique de la médecine. Est-ce que cette approche-là vous convient, professeur ? Oui, d'abord, un grand merci d'aborder ce sujet qui met l'accent sur la place que prend de plus en plus la machine à l'homme. Donc, de façon générale, comme il a dit, la médecine, malheureusement, ne sera jamais remplacée 100% par la machine. Donc, pour nous, et pour un petit rappel, la télémédecine a commencé avec la néphrologie. Je le remercie d'avoir cité cet exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un développement des centres de dialyse dans les pays européens de façon importante et le nombre des néphrologues n'avait pas suivi. Donc, on avait un échange avec les centres de dialyse qui étaient plus loin que des centres hospitaliers, des centres avec des néphrologues. Et du coup, on assistait les médecins qui géraient ou même le personnel qui gérait les centres d'autodialyse. Donc, ceci dit, bien entendu, la relation médecin-malade, parce qu'on revient à la relation, c'est quoi aller voir un médecin? C'est d'avoir une relation avec quelqu'un, un expert. Et si on peut penser à la relation médecin-malade, c'est une relation d'humain à humain. Et la première des choses qui conditionne cette relation, c'est la confiance. Donc, il est très difficile d'avoir une confiance importante en une personne qu'on a connue à travers une machine déjà. Le deuxième point, comment évaluer la première rencontre qui est déterminante pour le suivi de la relation, c'est de voir le patient, ses gestuels, sa façon de réagir, etc. Et la même chose, le patient, comment il perçoit le médecin. Ceci dit, il est extrêmement important actuellement de développer la télémédecine. On n'a pas encore de télémédecine. Pendant ce confinement, on a fait un petit peu de débrouillage, c'est-à-dire les médecins ont travaillé avec les possibilités du web, avec leur téléphone, pour aider les patients qui ne pouvaient pas se déplacer. Maintenant, effectivement, et pour faire face à un manque important des spécialistes et pour aider les patients qui sont surtout dans des régions éloignées, ça a des avantages. Ça a des avantages pour aider les patients à ne pas se déplacer régulièrement. Je pense particulièrement à la maladie chronique. La maladie chronique ne peut pas se passer, par exemple, le malade 100% du médecin. Mais on peut faire de l'alternative, si on peut parler avec Malouane, de la médecine hybride, c'est-à-dire intégrant si vous permettez, aussi bien la médecine présentielle avec la relation, oui. Si vous permettez, professeur Borkia, qu'est-ce qui ferait la différence justement pour ce patient, on va dire qui est loin, qui ne peut pas se déplacer constamment chez son médecin? On va dire le suivi est fait, mais il a besoin de certaines vérifications. Qu'est-ce qui fait la différence entre une consultation par télémédecine et un coup de fil ou un message passé à son médecin traitant? Énorme.
énorme, parce que le suivi, particulièrement des maladies chroniques, se pose quoi? Non seulement le renouvellement d'ordonnances, les bilans, etc. C'est l'évolution, le suivi du patient pour essayer d'éviter l'aggravation et donc l'apparition de complications, ce qui peut être difficile à observer à distance. Cependant, les patients stables et qui ont besoin, par exemple, d'être rassurés, de discuter de choses simples, d'un renouvellement d'ordonnance, d'un suivi d'un bilan biologique, peuvent le faire alternativement. Mais réduire le nombre de consultations est très important, aussi bien pour les patients pour ne pas se déplacer, même en dehors de l'épidémie Covid. Et deuxième chose, ça va alléger les consultations de spécialistes et permettre à d'autres, par exemple, d'avoir un délai beaucoup plus court que ce qu'on pourrait avoir que si tout le monde venait chez son médecin. Mais pour les patients chroniques, vous savez que le malade chronique abandonne vite son traitement. Il est fatigué, c'est un traitement à vie. Donc s'il n'y a pas cette relation, ces encouragements, ce contact qui s'établit avec le médecin traitant, il va abandonner. Mais ceci dit, ça n'exclut pas du tout de le suivre à distance. On a suivi les patients pendant tout le confinement et les résultats étaient bons. Et là, c'est aussi le point d'aborder, de faire intéresser les médecins généralistes ou omnipraticiens à toutes les spécialités. Ça, c'est très important pour le parcours de soins et pour la téléexpertise. C'est-à-dire il y a un partage. Par exemple, même s'il est éloigné et que c'est le médecin qui le voit, là, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'il est en contact avec un médecin. Il établit une relation avec un médecin. Mais le médecin qui n'a pas l'expertise suffisante d'une telle spécialité contacte, le spécialiste. Oui. C'est ça. Mais ça, c'est aussi la bataille de beaucoup de médecins généralistes qui souhaitent absolument établir cette place qui est importante du médecin de la famille. Et malheureusement, elle n'est pas encore véritablement prépondérante dans notre société, en tant que patient aussi. Enfin, c'est aussi la responsabilité du patient d'avoir ce médecin de famille. Obligatoire, absolument. Alors, vous avez parlé du confinement, de la période de confinement. C'est vrai que nous n'avons pas de psychiatre, psychologue avec nous ce soir sur le plateau, mais vous, professeur Bourkia, docteur Marouane, vous êtes des spécialistes aussi de la question. Par exemple, une spécialité comme la psychiatrie, la psychothérapie, où le patient a besoin d'un suivi de séances régulières, intervalles réguliers, est-ce que la télémédecine en période de confinement, finalement, elle fait office d'une consultation, tout simplement. Docteur Marouane. Merci pour cette question. J'ai beaucoup travaillé avec des associations de psychiatres et de psychothérapeutes et de psychologues pendant la période du confinement. On a animé plusieurs webinaires à ce sujet. Il y a énormément de littérature internationale à ce sujet et qui sont concluantes en faveur de l'intégration de la télémédecine dans le parcours de soins psychiatriques. Alors, je vais d'abord revenir sur quelque chose de très important. Il n'est aucunement question de faire de la téléconsultation à quelqu'un qui n'a jamais été vu physiquement. Ça, d'abord, c'est une aberration qu'il faut qu'on occulte complètement et qu'on enlève complètement de l'éventuelle idée de pratiquer de la téléconsultation. On ne fait de la téléconsultation que pour quelqu'un qu'on a au moins vu une fois dans les 6 mois avant la téléconsultation. C'est une obligation d'avoir effectivement ce qu'a appelé Amel cette histoire de télémédecine hybride entre présentiel et distanciel. Le présentiel est important pour entamer le premier contact, pour entamer les démarches, entamer éventuellement un protocole thérapeutique, mais ensuite le suivi peut être fait à partir de là à distance. Donc cette modalité hybride, c'est quelque chose qu'on va voir dans le monde entier. Vous avez par exemple le Townsville Tele-Oncology Network qui est un des programmes les plus aboutis en termes de suivi oncologique où les patients peuvent recevoir une chimiothérapie à distance au niveau de zones rurales en Australie. Tout simplement parce que leur première consultation a été faite en présentiel et puis par la suite on va ça fonctionne. D'abord, première consultation présentielle, examen complémentaire, diagnostic, tout ce qui va avec, gradation, stadification. Bon, on choisit le traitement qu'il faut et puis on envoie la personne dans l'hôpital provincial, l'hôpital de région, l'hôpital de zone, l'hôpital de proximité, vous l'appelez comme vous voulez, ou le centre de soins de proximité. Et puis là, le centre de soins de proximité, vous avez des professionnels de santé qui peuvent être médecins, qui peuvent être des infirmiers de pratique avancée, donc des infirmiers qui ont aussi la capacité de pouvoir faire des actes un peu plus invasifs. Et on va leur demander de faire le traitement, bien entendu assisté par le médecin oncologue qui est au niveau du centre urbain. Mais ça peut s'appliquer à plein de choses. Alors pour la psychiatrie, pour revenir sur la psychiatrie par exemple, alors les évidences internationales ont démontré que
que ça soit à distance ou en présentiel, nous avions les mêmes résultats. Ça, c'est un fait établi. Pourquoi? Parce que la vidéotransmission est super intéressante dans le cadre de la psychiatrie. Elle est assez particulière, cette spécialité. On a besoin d'un échange les yeux dans les yeux, on arrive à le faire. On a besoin d'une confidentialité. Si le médecin respecte le fait de faire la téléconsultation psychiatrique dans un endroit clos et bien entendu confidentiel, il n'y aura pas de problème. Et surtout, elle apporte réellement une solution à une disparité d'organisation des professionnels de la santé mentale à travers le maillage du territoire marocain. Aujourd'hui, si nous pensons par exemple qu'une dépression peut... Désolée, je vous ai interrompu, oui, mais vous pensez à la disparité justement de présence des spécialités, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser aussi justement à ce gap informatique aussi qui existe entre les régions. Vous avez des régions où l'accessibilité à l'outil informatique est beaucoup plus simple. Non, forcément. Pas forcément, c'est-à-dire on utilise l'outil informatique... Forcément, madame. Pardon. Non, on a obligatoire... On en a besoin. On a besoin de l'outil informatique, on a besoin de la technologie, forcément. Maintenant, en termes de couverture, on va dire de réseau mobile, pour avoir un peu bourlingué dans pratiquement toutes les montagnes du pays, dans le cadre de l'initiative nationale de télémédecine, mais aussi dans le cadre d'autres projets, je peux vous dire que pratiquement tous les villages reculés, au minimum, il y a la 3G. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement régler ce problème-là de la technologie à condition de s'y mettre. Là où il y a un problème, c'est la formation des ressources humaines. Et c'est important de garder en tête que l'humain, dans le processus télémédical, est important. Si vous n'avez pas de l'autre côté un infirmier qui est justement formé pour pouvoir ausculter un cœur et vous transmettre le son, ou faire une mesure de tension correcte, ou bien faire une mesure de glycémie correcte et vous la transmettre, vous ne pouvez pas à ce moment-là faire votre consultation. Vous ne pouvez pas limiter votre consultation au simple interrogatoire avec le patient. Vous avez besoin d'un certain nombre d'outillages. Alors, très important, s'il vous plaît, il y a eu effectivement pendant la crise, enfin pendant la période du confinement, beaucoup d'abus en termes de consultation. Des abus de bonne foi. Ce n'est pas des abus dans le sens négatif. Vraiment de bonne foi. Beaucoup de médecins ont décidé de continuer à suivre leurs patients à distance en faisant des téléconsultations avec eux à travers des outils qui ne sont pas sécurisés. Donc Skype, WhatsApp et ainsi de suite. Il y a eu des diffusions d'ordonnances à travers WhatsApp. Alors la loi, elle est très simple. Elle est très claire vous sur parlez ce du sujet. Maroc ou la téléconsultation médicale dans la réglementation marocaine. Maroc, madame. Maroc. Mais j'imagine que ça a dû se passer de la même manière Maroc. Un petit peu La partout. Téléconsultation... Pas vraiment, parce que dans d'autres pays, il y avait déjà une avancée sur la législation, il y avait aussi une avancée sur la mise en place de plateformes par un certain nombre d'opérateurs. Vous avez par exemple en France, c'est les agences régionales, l'équivalent de nos directions régionales, qui mettent à disposition de tous les médecins des plateformes qui sont soit payantes, soit locatives, ainsi de suite, et que les médecins peuvent utiliser, et ces plateformes sont sécurisées, ainsi de suite. Là, au Maroc, on s'est retrouvé avec un vide technologique. Vous évoquez, si vous permettez que je continue, oui, je finis juste mon idée. On s'est retrouvé dans un vide technologique. On s'est retrouvé avec un vide technologique, donc les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de bord, donc du WhatsApp, du Skype, ainsi de suite. Ils ont même fait des consultations avec des patients qui étaient de l'autre côté seuls dans leur maison. Alors la loi dit clairement que la téléconsultation ne peut pas avoir lieu que si le patient est accompagné d'un professionnel de santé. La loi est claire sur ce sujet. Le patient doit être accompagné d'un professionnel de santé. Et cette obligation, qui peut paraître aberrante pour beaucoup de personnes, est une obligation qui est salutaire pour l'instant parce qu'elle permet effectivement de garder une interface humaine à côté du patient. Donc faire de la téléconsultation aujourd'hui à travers son mobile, comme on pourrait la faire en Inde ou en France ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'illégal au Maroc. La loi est comme ça, il faut qu'on la respecte. Et plus tard, si elle évolue, peut-être qu'elle évoluera dans le sens de ce qui se fait ailleurs. Mais pour l'instant, la téléconsultation ne peut se faire que si le patient est accompagné d'un professionnel de santé qui assistera le patient pendant l'acte de téléconsultation. Alors, professeur Bourkia, vous, en tant que spécialiste d'éthique médicale, est-ce que ces garde-fous vous rassurent justement ?
Oui, un petit peu, parce que effectivement, la télémédecine va répondre aux mêmes règles que l'éthique médicale, si on peut dire, c'est-à-dire déjà la confidentialité au niveau des données personnelles, le secret médical, etc. Et tout ça, c'est assez compliqué. Il faut être sûr avant de l'aborder. Comme vient de dire Malouane, on ne peut pas faire de la téléconsultation n'importe comment. C'est pour cette raison que pour nous, et ce qu'on voit, et ce que vous avez dit concernant les médecins omnipraticiens, c'est surtout la téléexpertise qui va pouvoir se développer en premier. Et c'est quelque chose de très important qu'on peut mettre en route dès demain. C'est-à-dire que les médecins omnipraticiens vont avoir leur place importante au niveau de la famille. Et ils vont, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, se communiquer avec un médecin spécialiste. Et nous, particulièrement en néphrologie, ça a donné un très bon résultat déjà pour le dépistage de la maladie rénale, qui est très important parce que dès qu'il a quelque chose, il va voir le généraliste, contacte le néphrologue, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut protéger le rein avant, et surtout pour le suivi aussi des maladies chroniques, pour retarder les complications, parce qu'il a un chapeau, il a un contact direct. Mais par contre, faire de la manipulation diagnostique à distance d'un malade qui a une maladie rénale compliquée, il faut avoir des bilans, il faut absolument être accompagné. Et pour la première, moi je pense que déjà, on ne peut pas s'aventurer sur ce terrain sans avoir vraiment un panel de professionnels de santé capables de gérer cette télémédecine. Donc la téléexpertise est facile et easy et va permettre le développement d'un parcours de soins, de travailler ensemble, c'est-à-dire que le médecin, par exemple, à distance, le médecin généraliste peut profiter du médecin, du néphrologue, du cardiologue, de l'endocrinologue, etc. Donc un ensemble de spécialistes qui peuvent concourir pour améliorer l'état de santé du patient. Sans, bien sûr, ça aussi, la transmission des dossiers entre un ensemble de médecins, entre ces équipes. Il faut qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de fuite, qu'il y a une protection importante du système donc informatique, et qui va gérer le dossier, qui va garder le dossier. C'est très très important d'appliquer le principe éthique, et tout en gardant cette relation, par exemple, même à distance, en transmettant au médecin généraliste, mais il y a toujours un besoin de communiquer directement avec le patient, parce que le patient, rien que parce que toujours la plus grande partie des maladies, c'est quoi? C'est les maladies chroniques. Donc s'il y a pas, le malade n'est pas convaincu, n'est pas rassuré, n'est pas sûr, il n'a pas fait confiance à son médecin, il va pas suivre, il va abandonner son traitement. Et c'est ça la gravité du suivi de ces patients malades chroniques. C'est sûr qu'on peut leur éviter les déplacements, surtout dans des régions éloignées où le déplacement coûte cher et difficile. Bien sûr. Si vous permettez, professeur Bourkia, mais la pandémie s'est imposée à nous, elle nous impose un nouveau rythme. C'est-à-dire que l'on soit pour ou contre, ce qui compte et ce qui a compté par exemple pendant le confinement, c'était de venir en aide aux patients, c'était d'apporter cette aide, ne serait-ce que ce soutien, cette présence émotionnelle, psychologique. Donc vous, c'est vrai, de par votre spécialité qui est une spécialité très technique, la présence physique, la manipulation du praticien est très importante. Cela dit, d'autres spécialités peuvent peut-être avoir recours à cette télémédecine. Bien sûr, comme a dit le docteur Hakam, après avoir instauré un premier contact. Cela dit, si vous permettez, je vous pose la question à vous aussi, professeur Bourkia. Docteur Hakam disait que la loi interdit, dans notre contexte marocain, la pratique de la télémédecine en l'absence d'un spécialiste de la santé avec le patient, mais en période de confinement, par exemple. On ne sait pas si on repart vers ça ou pas. Est-ce que finalement, on ne devrait pas aussi peut-être pousser dans ce sens-là pour changer un petit peu la loi, la rendre un petit peu plus adaptable à la situation? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut dire que, bien sûr, je l'ai dit au début, on a utilisé tous les moyens de communication. Au contraire, peut-être qu'on était hors la loi, parce qu'il fallait sauver des patients, il fallait discuter, il fallait les rassurer, il fallait leur envoyer leur ordonnance par WhatsApp, par n'importe quel mécanisme. Et puis, je ne suis pas contre la télémédecine. Au contraire, j'ai bien dit que c'est les néphrologues qui sont les premiers à travers le monde. Même en Australie, dont il parlait, la néphrologie pédiatrique a beaucoup bénéficié de la télémédecine. Au contraire, c'est qu'il y a une part de l'humain qu'on ne peut pas occulter, particulièrement, nous, on s'occupe de maladies chroniques. La maladie chronique, c'est surtout le relationnel. Quand le malade rend visite à son médecin malade chronique, 90% c'est de la psychologie et 10% c'est du renouvellement et c'est du contrôle de la situation et un bilan. Donc tout ça, c'est très important. Ce que j'ai dit aussi, c'est que pendant ce confinement, on a espacé les consultations. C'est très important. On évite que les malades qui sont stables, qui n'ont pas de complications, au téléphone, on sait
sait qu'ils sont stables, on les a suivis justement parce qu'ils sont chroniques. Par contre, la télémédecine apporte énormément quand il s'agit d'une maladie aiguë ou d'une décompensation. Effectivement, comme on a dit Marouane, on a besoin de l'assistance et de la présence. Mais non, mais quand vous avez un malade qui va mal et que vous avez un parent avec lui qui vous contacte, bien sûr le médecin répond. Bien sûr le médecin va lui donner des directives, où aller, surtout pendant le confinement, comment faire, etc. 30 secondes, je donne la parole à Dr Marouane Hakam. Justement, Marouane Hakam, vous disiez, la loi est ainsi faite, il faut la respecter, mais les médecins ont aussi le droit de sauver, enfin, ils ont l'obligation de sauver une vie. Donc si, par exemple, un médecin, le patient l'appelle et qu'il n'a pas d'autre... Voilà, allez-y, rapidement. Bien sûr. Il faut juste assumer qu'on va faire de la pratique borderline à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Effectivement, comme j'ai dit, il y a eu effectivement une espèce de cacophonie d'utilisation et d'usage de la téléconsultation, mais qui était une cacophonie de bonne foi. Encore une fois, de bonne foi. Parce qu'on avait envie effectivement d'aider nos patients qui n'étaient pas capables de venir nous voir ou de rentrer dans des cabinets parce qu'ils avaient peur de se contaminer ou on avait peur pour eux, nous, en tant que praticiens. Merci infiniment aux spécialistes qui étaient avec moi. Je sais que le sujet vous passionne, Dr Hakam. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette discussion. Professeur Bourkia, parce qu'on a soulevé justement des problématiques qui vous concernent vous, les praticiens au quotidien, et que la pandémie est venue mettre en exergue. Professeur Amal Bourkia, professeur de médecine, auteur, acteur de la vie associative et experte en éthique médicale, et Dr Hakam Marouane, médecin expert et enseignant en e-santé et télémédecine. Je souhaite une très très bonne soirée à tous nos téléspectateurs. Rediffusion ce soir à 22h30 de cet épisode, et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour un nouveau rendez-vous, sans oublier 15h30 en direct sur Média Radio avec Farhana pour Blamiad. Au revoir.